parler de la Guinée-Conakry parce que là, en fait, je vais vous parler de la présidente de la République de Guinée. Et un troisième mandat, c'est nous en Guinée. Il a annoncé, c'est mardi ou mercredi, il a annoncé qu'il va être candidat le 18 octobre 2020. Parce que le 18 octobre en Guinée, il y a élection là-bas, il a annoncé qu'il va être candidat. C'est la troisième fois qu'il voulait présenter. Et il reste, à chaque fois, il va rester 5 ans. Il a fait 2 mandats. Normalement, la constitution guinéenne ne lui permet pas de se présenter. Mais arrivé en 2019, après il a changé la constitution guinéenne pour se présenter encore. Donc il est présenté pour candidat 2020. Oui, il y a l'opposition, il y a beaucoup de candidats qui sont là-bas, mais malheureusement c'est compliqué. Ouais, je pense que c'est lui qui va prendre encore. Je ne pense pas par la force, mais parce que c'est nous en Guinée là-bas et c'est pas les peuples qui sont votés. C'est pas quand on vote, c'est pas par la vote, on ne peut pas gagner l'élection par la vote. Parce qu'en 2010, lorsqu'il est élu président, il n'avait pas gagné, mais ils ont volé pour lui. On lui a donné parce qu'il veut qu'il va devenir président. Alors, ils ont volé des voix, ils ont mis des voix en plus. Ouais, 2 fois en plus encore. Oui, donc ça s'appelle la corruption quand même. Ouais. Le président encore, lui, parce que depuis 40 ans, il cherche le pouvoir en Guinée. Lui qui est actuellement au pouvoir, Alpha Condé. Depuis 40 ans, il cherche le pouvoir. Donc quand il a trouvé, il voulait mourir au pouvoir parce qu'il ne peut pas aller. Lui, il pense que quand il laisse le pouvoir, après, il faut l'attraper. Parce que depuis 2010, quand il est arrivé au pouvoir, en Guinée-Conakry, quand les manifestants sortent, on les tire. Jusqu'à, pour le moment, je ne sais pas, il y a 164 jeunes tués en Guinée par les manifestations. 164 personnes tuées? Oui, tuées. Oui, les manifestations continuent toujours, mais quand même, chaque fois quand il y a les manifestations, on tue les jeunes. Alors que c'est les jeunes seulement. Tu ne peux pas voir là-bas quelqu'un qui est tué, il a 30 ans ou 40 ans, non, jamais. C'est de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et on voit les polices avec les militaires pour tuer la population, les manifestants. Que des jeunes. Oui, c'est un dictateur. Oui, c'est un vieux dictateur. Il doit partir. Il y a une rue en Guinée, ça s'appelle la Prince. Là-bas, à chaque fois, les manifestants, tous les jeunes qui ont été tués là-bas, chaque fois quand il y a les manifestants, c'est là-bas qu'ils ont tué. Tous les jeunes qui sont tués là-bas, ce sont des peuples. Donc moi, je pense que le président de la République, c'est un raciste. Parce que tous les jeunes qui ont été tués là-bas, leur nom c'est pas Diallo, Sow ou Bari. Il n'y a pas Camara ou je ne sais pas quoi. Parce que moi je pense que c'est les peuples qui sont plus nombreux contre le pouvoir de le président de la République. Parce que l'opposition, c'est un peu... Bonjour. Vous appelez comment? Yann Frisch. Yann Frisch. Ouais. Vous avez quel âge? J'ai 30 ans. 30 ans. Ouais. Ça fait combien de temps vous faites ce métier? Ce métier, je le fais depuis que j'ai 20 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans. J'ai fait une école de cirque à Toulouse, enfin à Lyon. Puis j'ai fait une école de cirque à Toulouse. Une école de cirque professionnelle où on apprend à devenir artiste de cirque. Ouais. Moi j'étais jongleur, beaucoup. Puis j'ai toujours fait de la magie, du clown. Et puis à 20 ans, je me suis mis à travailler vraiment. J'ai commencé à 10 ans
de 10 à 20, j'ai beaucoup jonglé, j'ai beaucoup fait de magie. Et à 20 ans, j'ai commencé à vraiment faire ça. En sortant d'école, j'ai créé des spectacles et c'était devenu mon métier. Et comment t'es passé de jongleur à magicien? Non, j'ai toujours fait les deux. Ok. Depuis que je suis gamin, c'était deux passions. Alors des fois, il y avait plus le jonglage, des fois, il y avait plus la magie. Et puis finalement, dans les deux cas, c'est de la manipulation d'objets beaucoup. Donc finalement, c'est deux pratiques que je trouvais assez proches. Il y a même une période où je les mélangeais un peu. Dans le numéro avec les balles rouges que vous avez vu, c'est un peu mélangé. Maintenant, je jongle beaucoup moins qu'avant. Je suis plus attiré par le théâtre et la magie et tout ça. Mais j'ai passé beaucoup d'années à avoir du plaisir à jongler tous les jours. Ça a été un truc... Surtout avec des cartes. Quand vous choisissez une carte, par hasard, comment vous allez connaître ça? Il y a plein de techniques différentes, mais c'est des techniques qu'on peut apprendre. Toi, tu as commencé à apprendre. Il y a des livres, mais souvent, les gens, ils s'imaginent une solution qui n'est pas celle que le magicien utilise. Donc souvent, on va imaginer que le magicien il est très rapide, alors qu'en fait, ça se passe ailleurs. C'est autre chose. Parfois, c'est souvent même plus simple que ce que les gens imaginent. Alors après, il y a quand même du travail technique avec les mains et puis un peu psychologique. Il faut arriver à conditionner les gens, c'est-à-dire les emmener à penser d'une certaine manière pour qu'ils n'aient pas accès à la réponse. Puis après, il faut que ça devienne aussi, c'est un art du spectacle, il faut arriver à faire rire les gens, à mettre du rythme et tout ça. C'est aussi quelque part un art aussi pour moi de la parole. On doit apprendre à parler aux gens, à les faire participer, à les mettre en confiance. Parce que pour manipuler quelqu'un, c'est très important de le mettre en confiance. Qu'il ne soit pas comme ça, qu'il ait envie de participer. S'il a envie de participer, tout va bien se passer. Vous pouvez nous faire une magie ici? Là, j'ai pas grand chose. En plus, il y a le Covid et tout, les amis. Wow. C'est incroyable. Et le spectacle que vous avez fait là tout à l'heure, vous avez mis combien de temps à peu près à tout Mais faire? ça, c'est pas vraiment un spectacle, c'est plus une session avec les cartes. Et des cartes, j'en fais depuis toujours, mais là, j'ai fait des tours. Ce soir, j'en ferai d'autres. C'est pas une création à part entière. C'est pas comme un spectacle. C'est les mêmes tours que je ferais si on était à un bar et que je me mettais à faire de la magie. Mais même le jonglage et tout là. Ce numéro-là, par contre, oui, je l'ai créé en 3 ans, en gros 2-3 ans, quand je suis sorti de l'école de cirque. J'avais ce numéro-là. Ça s'est étalé sur 2 ans, 2 ans et demi, mais après, on faisait plein d'autres choses. On apprenait à faire du cirque, etc. Et pendant que j'étais dans cette école à Toulouse, j'ai commencé à créer ce numéro. Pendant que le spectacle, vous avez disparu là-bas, mais vous continuez de faire. Ah oui. J'imagine que je la vois. Pour que Moi, je pense que vous verrez, nous, on ne voit pas. Ah, c'est pas mal ça. Mais de toute façon, la réalité du magicien, elle est toujours différente de celle du spectateur, parce que moi, j'ai aussi le secret. Il y a des mouvements que je fais, que moi, je vois, et que vous ne voyez pas. Donc, de toute façon, c'est forcément tout le temps différent. Les moments où les gens pensent que je vais faire quelque chose, et à ce moment-là, je fais rien. Les moments où les gens ils pensent que je fais rien, à ce moment-là, je fais. C'est très... Quelque part, je suis tout le temps à contre-rythme par rapport au spectateur. Le spectateur, j'ai envie qu'il se concentre au moment où moi, j'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Et j'ai envie qu'il se relâche au moment où moi, je dois faire quelque chose. C'est beaucoup ça, la magie. Excusez-moi, comment vous vous appelez? Arthur, je m'appelle Arthur Chavaudra. Quelle année que vous avez commencé? Ça fait longtemps. Le premier contact, la première fois que j'ai découvert ça, j'avais 9 ans. J'étais à l'école et il y a une personne, un magicien, qui est venu nous donner des cours de magie pour qu'à la fin de l'année, on fasse un spectacle de magie à nos parents. Il y a une kermesse à la fin de l'année à l'école et donc nous, on a fait un spectacle de magie. Et après, j'en ai fait pour m'amuser comme ça. Et après, j'ai arrêté une période. Et un jour, ma mère m'a proposé d'aller dans une boutique de magie. Il y a des boutiques qui vendent des livres et des jeux de cartes et tout ça. Et donc, j'y suis allé. Et puis là, c'était reparti. J'ai acheté des livres, des cartes, et j'en faisais tout le temps. J'allais à l'école avec mes cartes. Je faisais tout le temps des tours, tout le temps. Et plus récemment, j'ai fait une école de cirque à Châlons-en-Champagne, à l'est de Paris. Il y a une école de cirque qui s'appelle le CNAC, Centre National des Arts du Cirque. Et dans cette école, on peut aussi apprendre la magie. Et donc j'ai fait cette école. Voilà.
Est-ce que en fait, la magie, c'est réel? C'est vrai que la magie, c'est un mot pour désigner différentes pratiques. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est du divertissement, du spectacle. Et donc, effectivement, j'utilise des trucs, des secrets, des astuces, des mécanismes, des astuces psychologiques, etc. Et il y a des gens qui disent « je fais de la magie » et qui ne prétendent pas utiliser des trucs, des astuces, etc. Donc il y a des gens qui font de la magie de la vraie magie, et il y a des gens qui font de la magie truquée, on va dire. Moi, je suis dans la... Alors moi, au début, quand j'ai commencé à faire de la magie, j'avais l'impression que, comme j'avais l'explication de certains trucs, j'avais l'impression, j'avais la certitude que la vraie magie n'existait pas. Enfin, je me disais, la vraie magie n'existe pas, il n'y a que des trucs, quelqu'un qui croit à la vraie magie, il aurait tort, etc. Et puis, en fait, au CNAC, au Centre National des Arts du Cirque, il y a une personne qui est ethnologue, donc qui n'est pas magicienne, mais dont le travail, c'est d'essayer de comprendre de quelle façon le réel peut être différent pour des gens qui vivent à différents endroits et de différentes façons. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que comme la magie, ça touche au réel, quand j'ai entendu cette personne, Valentine, elle s'appelle Valentine Lesso, nous parler d'autres pays, d'autres endroits où la réalité n'était pas tout à fait la même que pour nous, et ben je me suis très vite arrêté de croire que la magie n'existait pas. Je sais que moi, ce que je fais, ce n'est pas de la vraie magie dans le sens où j'utilise des trucs, mais par contre, ce que j'essaye de viser, c'est quand même que les émotions qui naissent ou qui se dégagent quand on regarde, que ces émotions soient vraies. Voilà, moi, ce que vous avez vu, c'est un savoir-faire, c'est du travail, etc. Et voilà, je pense que c'est... Ouais, est-ce que vous pouvez me dire si c'est réel ou pas? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, au début, tu vois, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'au début, quand j'ai commencé la magie, moi, je disais, c'est pas réel, c'est faux. Et en fait, petit à petit, maintenant, je dis pas c'est réel, mais en tout cas, je dis je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez des choses secrètes pour faire disparaître? Alors, c'est des choses qui sont basées sur la manipulation, c'est-à-dire le fait de pouvoir cacher des objets dans ses mains sans que ça soit perceptible. Sur de la manipulation aussi psychologique, par exemple. Regarde. Je vais essayer, c'est pas évident que ça marche. Est-ce que quelqu'un peut dire un numéro entre 1 et 10, n'importe quel numéro? 2. Pour reparler de comment ça peut fonctionner un tour de magie, ce qui est super, c'est que c'est un puits sans fond. C'est-à-dire que toutes les techniques de toutes les disciplines peuvent potentiellement servir à faire un tour de magie. Des connaissances dans la botanique, ou des connaissances en mathématiques, en physique, des connaissances en bricolage, en dessin, en n'importe quoi, ça peut servir pour faire un tour de magie. Donc c'est un super message d'espoir parce que ça veut dire que si on s'intéresse à la magie, on peut potentiellement s'intéresser à toutes sortes de choses très très différentes. Ou pas. Voilà. J'espère que... Merci. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Moussa Ali Mohamed. Je suis en France, ça fait 2 ans. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai signé mon contrat du bâtiment, ça fait 6 mois, je m'ennuie. Je n'arrive pas à travailler, il me demande l'autorisation de travail. Ça fait 6 mois. On a demandé depuis le mois de janvier l'autorisation de travail en direct. Il me dit que le gars est majeur, il faut partir au préfet de chercher un rendez-vous. Dès que tu as le rendez-vous, tu peux venir avec ton rendez-vous, on va te donner l'autorisation de travail. Ça fait 6 mois, j'ai cherché de tenter un rendez-vous au préfet, il me dit qu'il faut prendre Internet. Ça fait 6 mois que je suis dans une situation comme ça, je n'arrive pas à dormir, je fais le cauchemar, je ne sais pas quand ça va finir. Alors que depuis quand je viens en France, j'ai sorti du boulot de travailler, j'ai fait 1 an de sortir du boulot. J'ai fait des choses aux cuisines, avec le peintre, partout.
tu vois. Mais maintenant, j'arrivais de trouver des contrats, mais j'arrive pas à travailler à cause de l'autorisation de travail. Je n'ai rien à faire, je m'ennuie, chaque jour je suis là, sans rien à faire. Je suis chez moi, je ne sors pas. Je ne suis pas là où je vais y aller. Pour l'école, il me dit que on a fait des inscriptions d'apprentissage, il me dit que je ne vais pas commencer sans autorisation de travail. Je ne peux rien faire. Et je suis à la maison comme ça, sans rien faire. Sans rien faire. Bon, je ne sais même pas quand ça va finir aussi. C'est ça le problème. Alors maintenant, comme promis, on inverse les rôles. C'est à eux de me poser des questions. Je vais me retrouver sur le grill. Alors, qui veut commencer par une question difficile? Je vais commencer. D'accord. Mamadou. Je sais pas. Vous, quelle musique vous aimez quoi, pour santé ou voilà? Quoi? Je sais pas compris. Quelle musique? Ouais. Quelle musique j'aime bien chanter? Alors moi j'aime beaucoup la chanson française. J'écoute et j'écoute les chansons de Léo Ferré par exemple. J'écoute les chansons de Serge Gainsbourg. Je sais pas si tu connais, si vous connaissez, pardon. Et puis là en ce moment j'écoute beaucoup de paroles de rap. Il se trouve que voilà, il y a eu plusieurs invités de cette émission qui m'en ont proposé et j'aime beaucoup en fait les paroles des rappeurs, même les rappeurs des années 90. Je trouve qu'ils avaient tout compris avant tout le monde sur les violences policières, sur le racisme, sur les quartiers populaires, sur les discriminations, sur la pauvreté. Ils ont dit des choses extrêmement justes et qui se font jour aujourd'hui, notamment avec les manifestations pour la vérité et la justice pour Adama et pour toutes les victimes des violences policières, par exemple, et contre le racisme. Voilà ce que j'écoute en ce moment. Donc, moi, ma question, j'aimerais savoir, vous les médias, qu'en pensez-vous de nous les jeunes qui sont dans une situation irrégulière? Alors, je ne peux pas répondre à vous les médias, parce que je ne suis pas vous les médias. Je suis une journaliste. D'accord. Et alors, je peux parler très longtemps sur mon métier, mais je vais essayer de faire court. Mais ouais. Moi, ce que je pense personnellement de la situation des jeunes mineurs isolés, c'est qu'elle est révoltante. Et ça me fait un peu honte pour mon pays. Parce que moi, je paye des impôts et je ne paye pas des impôts pour qu'on vous maltraite. Je trouve que vous avez des parcours, parce que j'ai rencontré pas mal de jeunes comme vous, vous avez des parcours extraordinaires. Vous avez vécu des choses terriblement difficiles et terriblement traumatisantes déjà pendant le voyage pour venir ici. Pour la plupart d'entre vous. Je trouve qu'on devrait vous accueillir avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration et surtout respecter votre désir de vivre ici et de faire des études ici et de vous faire la meilleure place possible dans notre société parce qu'on a besoin de vous tout simplement. On a besoin de votre courage, on a besoin de vos compétences, on a besoin de votre appétit de vivre et on a besoin de vos musiques aussi. Merci. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être journaliste? Parce que, alors, j'ai décidé d'être journaliste, j'ai toujours rêvé de faire de la radio. J'en ai toujours fait de manière bénévole, ce qui est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et j'ai décidé d'être journaliste depuis toujours, mais j'osais pas me l'avouer. Alors, j'ai fait d'autres études, j'ai fait des études d'économie. J'ai eu un premier boulot dans les ressources humaines. Ça me plaisait tellement pas que j'ai démissionné que je me suis mise à faire une école de journaliste. J'avais déjà 25 ans. Et là, j'ai trouvé le métier qui me fait me lever tous les jours avec plaisir, tous les matins. Il y a des moments difficiles, il y a des côtés un peu pénibles dans ce métier, comme dans tous. Mais globalement, voilà, j'ai l'impression d'essayer d'être utile, de rencontrer toujours des gens nouveaux. Ça colle bien avec ma curiosité, mon envie de décrire la réalité, de transmettre cette réalité aux gens, d'essayer aussi, notamment à travers la radio, de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas forcément. Ça, c'est une vraie passion. Moi, je vais te demander, quel est ton métier en France ici? Alors, mon métier en France ici, je travaille dans cette radio, je suis bénévole. C'est-à-dire que une fois par semaine, je fais une émission avec des gens, par exemple, comme vous, ou d'autres, ou des gens qui ont écrit des livres, ou qui ont fait des films, ou qui ont des choses à dire, tout simplement. Et puis, je travaille aussi comme journaliste dans un journal quotidien qui s'appelle L'Humanité. C'est un journal qui est tous les jours dans les kiosques ou dans les boîtes aux lettres des gens qui sont abonnés. Et là, je travaille au service société. C'est-à-dire que j'ai principalement plusieurs dossiers. Je m'occupe des questions de féminisme, des questions de droits collectifs et de droits
par exemple le droit de manifester. Je m'occupe aussi de la justice des mineurs, donc du coup ça m'intéresse de vous rencontrer par exemple, et des questions de racisme et de discrimination. Donc c'est beaucoup de dossiers comme ça que je gère, enfin que je traite. Quand il y a une actualité particulière, ce sera plutôt moi qui écrirai dans ces cas-là. C'est bien. Merci. Pourquoi vous posez des questions? Pourquoi je pose des questions? C'est une bonne question ça. Pourquoi vous posez des questions de la radio? À la radio, ouais. Pourquoi je pose des questions à la radio? Ouais. Oh, parce que j'adore ça. J'aime ça. Ah bon? J'aime bien savoir ce que pensent les gens. Parce que je suis curieuse. Et puis, j'aime bien l'ambiance de la radio. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve que c'est plutôt sympathique. À la radio, c'est plus naturel que quand on écrit, où il faut faire très attention à la construction des phrases et tout ça. La radio, quand on rigole, à la radio, quand on sourit, ça s'entend pour les gens de l'autre côté, même s'ils nous voient pas. D'accord. Dernière question, vous avez combien d'auditeurs à peu près, le record? Le record, je crois qu'un temps, on a eu 70 000 auditeurs par jour, ce qui était beaucoup. Là, ça doit être un petit peu moins. Je ne peux pas vous dire exactement parce qu'on n'a pas de mesure précise de nos auditeurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que souvent, quand on fait des émissions en direct, il y a des gens qui appellent, ou j'ai des retours, ou je reçois des mails pour me demander c'était qui, ou c'était quoi cette musique. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui écoutent et qui sont attentifs. Vous avez commencé des journalistes à combien de temps? Oh là là, alors cette émission, je la fais depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que tous les lundis matins, je suis à cette place-là. Et que je m'y sens bien. Et sinon, le journalisme, eh ben, à peu près en même temps, à peu près, j'ai été diplômée de l'école de journalisme en 2001. Et donc, j'ai commencé ce métier, mais je le faisais déjà un petit peu avant, puisque j'ai fait aussi un contrat de qualification en journaliste. Donc oui, j'ai dû commencer il y a 22 ans à peu près. 22 ans, wow, il y a longtemps. Du coup, vous travaillez jusqu'à 17h ou... Jusqu'à 17h, oh là, je travaille. Alors ici, quand je suis à la radio et que c'est en direct, je travaille, enfin, c'est compliqué de dire des horaires, parce que quand je prépare une émission de radio, par exemple, avec vous, par exemple, bon, j'ai passé du temps à lire les statuts de votre association, à savoir comment vous organisez, tout ça. J'ai écouté votre CD, j'ai cherché vos musiques, je me suis renseignée sur la situation des mineurs étrangers isolés, j'ai regardé des documents de la CIMAD et d'autres associations pour savoir quels étaient les problèmes que vous rencontriez. Donc tout ça, c'est du travail avant de faire l'émission, que je ne peux pas compter, parce que je ne sais pas, je n'ai pas calculé de telle heure à telle heure je fais ça. Et après ça, il y a le temps de l'émission, qui dure 2 heures en direct, donc ça c'est 2 heures. C'est 2 heures très intenses, c'est presque le meilleur moment pour moi, parce que je suis avec les gens et tout va bien. Et après, il y a le montage qu'on fait avec Gilles parfois, où je mets l'émission sur Internet, c'est-à-dire que je mets le podcast en accès libre. Ça, je fais un petit peu de montage, je coupe les moments où on a dépassé, où il y a eu un blanc, et ensuite je le mets sur Internet et je fais un petit texte pour l'accompagner. Ça aussi, c'est du travail que je fais après. Donc, je peux pas dire exactement combien de temps ça me prend. Et puis sinon, quand je travaille dans mon journal papier, là, je commence le matin... c'est très intense parce qu'on doit choisir les sujets, donc ça c'est vers 9h du matin on commence à choisir les sujets, ensuite il y a une réunion où on programme les sujets, ensuite on commence à écrire vers 11h, on rend nos papiers vers 16h, 17h, 18h en fonction de si on avait des gens à avoir au téléphone, si on les a pas eu tout de suite, etc. Et puis après il faut attendre le bouclage, c'est-à-dire le dernier moment où on envoie le journal à l'imprimerie pour voir s'il n'y a pas un mot du titre qu'il faut changer. Voilà, il faut attendre que la page soit montée, comme on dit, et envoyée. Et puis, on peut partir vers 7h, 7h30 du soir. Voilà. Du coup, c'est pas trop dur. C'est pas trop dur, si. Je trouve que c'est des horaires assez compliqués. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre du temps dans la journée, par exemple, pour aller déjeuner avec un ami, parce que si on doit avoir un coup de fil, voilà, c'est très intense. Mais quand on est passionné par ce métier, non, c'est pas compliqué. Ça peut être compliqué, il peut y avoir des moments difficiles, mais on sait pourquoi on fait ça. Moi, je trouve que c'est difficile, mais c'est tellement intéressant qu'on ne sent pas la difficulté. Ben voilà, si j'ai répondu à toutes vos questions,
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Merci, thank you. Ah bah vraiment, merci, c'était un très bon moment. J'adore être interviewée.